Homéostasie. Tendance de l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale. C'est une définition du CNTRL de l'homéostasie telle qu'elle est vue aujourd'hui selon les académies, les manuels, telle qu'elle est enseignée. C'est une définition qui a peu évolué, qui est à la base de la vision qu'on a de la santé aujourd'hui. Et on peut voir, au vu des connaissances qu'on a actuellement, que nombre des termes qu'elle contient sont problématiques. Et on est là pour en discuter. C'est toute l'histoire en fait de l'homéostasie. L'homéostasie, son principe, en tout cas, est né au XIXe siècle avec Claude Bernard en 1872. Alors Claude Bernard, lui, ne parlait pas encore d'homéostasie, mais il parlait de milieu intérieur. Et déjà à cette époque-là, avec les éléments que l'on avait, ce que signifiait milieu intérieur était très très différent de l'image que l'on en a aujourd'hui. Le milieu intérieur correspond, en tout cas aujourd'hui pour nous, à ce qui, en fait, à l'élément lymphe et au sang. D'accord. Qui déjà n'est pas à confondre en fait avec ce qui est contenu en fait dans le milieu intérieur de la cellule elle-même. Oui. D'accord. C'est-à-dire que le milieu intérieur, c'est le milieu extracellulaire. Donc déjà là, il y a un premier élément qu'il faut bien avoir au clair pour ne pas par la suite se tromper sur les schémas que l'on se fait. Donc, parce qu'en fait, le milieu intracellulaire, c'est ce qu'on appelle le cytosol. D'accord ? Par contre, le milieu extracellulaire, lui, est constitué du milieu de ce qu'on appelle le milieu intérieur, qui est donc la lymphe et le sang. Donc ça, c'est vraiment fin 19e siècle. Et donc, il faudra attendre le premier tiers du XXe siècle, en 1929, pour qu'un physiologiste américain, donc Bradford Cannon, lui, donne le terme d'homéostasie au fait que Claude Bernard parlait de l'objectif que pouvait avoir en fait l'organisme, qui était de maintenir stable le milieu intérieur. Et donc on voit qu'il y a déjà une problématique dans ce qu'on considère comme le milieu intérieur et le milieu extérieur. Exactement. À l'intérieur même de l'organisme. Exactement. Donc cette définition-là, déjà, ça pose problème parce que même plus globalement, au niveau de l'anatomie, beaucoup de gens considèrent que, par exemple, que le système digestif fait partie du milieu intérieur. Oui. Alors que ce n'est pas le cas. Oui. L'intestin fait partie du milieu extérieur, pas du milieu intérieur. Oui. De la même façon que le cytosol et le système extracellulaire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la même différence entre les deux. C'est vrai que moi j'ai la vision des choses comme par laquelle le milieu intérieur commence dès l'instant que ça passe dans le sang. Mais de ce que tu me dis là, ça irait même plus loin que tant que c'est pas dans la cellule même, c'est pas dans le milieu intérieur. C'est ça. Et le milieu intérieur, c'est vraiment le milieu qui va se retrouver en fait à l'intérieur des organes de l'organisme. Donc tout ce qui va, parce que quand on prend le système digestif, d'accord, de la bouche jusqu'à l'anus, en fait, c'est un simple tuyau en fait qui est dans une sorte de continuité. C'est-à-dire que la plupart des éléments qui sont dans le système digestif ne vont à aucun moment contacter le milieu intérieur. Donc ça déjà, c'est un élément qui est très important à remettre au clair pour comprendre par la suite l'évolution même de ce qu'on attribue en fait à l'homéostasie. Il y a un terme qui est, de ce qu'on a discuté jusque-là, aussi assez problématique, c'est le terme d'équilibre. Et on est allé visiter ce matin le Panthéon, ouais, à Paris. Et à l'intérieur du Panthéon, il y a une figure que toi qui te plaît particulièrement, qui est le pendule de Foucault. Tout à fait. Et il a tendance à représenter l'homéostasie telle qu'on l'aperçoit communément à l'heure actuelle, qui tend à être un mouvement perpétuel autour d'un point d'équilibre. C'est ça. Mais il semblerait que cette figure ne représente pas de manière complète ce qu'est l'homéostasie. Ce qu'est réellement l'homéostasie, exactement. C'est-à-dire qu'on se retrouve du coup au premier tiers du XXe siècle avec Bradford Cannon, donc qui redéfinit, qui donne le terme d'homéostasie à ce concept de recherche d'équilibre du milieu intérieur. Et
ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque-là, donc on est 1932, on est à l'ère vraiment des prémices de ce qui va constituer en fait la révolution dite cybernétique. C'est-à-dire que la cybernétique, donc c'est la science des communications et de la régulation qui est d'abord dans les domaines de la machine, qui s'est étendue ensuite au vivant, mais c'est surtout la machine. Et c'est quelque chose donc, qui va vraiment prendre de l'essor vraiment après la Seconde Guerre mondiale, donc 1947. Et cette branche des sciences, donc, qui est là pour réguler et communiquer, prend tellement d'essor que l'on y a vu, dans le terme homéostasie de Bradford Cannon, une allégorie, en fait même une métaphore de ce que représente en fait la cybernétique. En cybernétique, on a en fait une représentation assez simple de la façon dont se fait la régulation. D'accord ? Vous avez au départ une valeur de consigne que vous donnez, un effecteur, et à la fin, vous avez une valeur finale. D'accord ? Vous avez donc l'effecteur qui va envoyer une information à la valeur finale. Cette valeur finale va envoyer une boucle de rétroaction vers la valeur de consigne. Et cette valeur de consigne va calculer la différence entre la valeur finale et la valeur de consigne. D'accord. Et en fonction du delta, c'est-à-dire de la différence qu'il va y avoir entre les deux, il va renvoyer ce différentiel à l'effecteur, qui va l'envoyer à nouveau à la valeur finale, et ainsi de suite. Et ça boucle, ainsi de suite. Donc, dans les autres éléments aussi où on a compris que le terme d'homéostasie tel qu'il était compris à l'époque était lacunaire, c'est justement par rapport à cette vision cybernétique où on avait cette valeur de consigne au départ. Mais en fait, cette valeur de consigne, au départ, on l'a attribuée d'une part aux perturbations environnementales et aux perturbations, on va dire, ou aux informations émotionnelles, à l'état émotionnel, en fait, de la personne. Donc, ça veut dire que ça pouvait venir de l'extérieur et de l'intérieur. D'accord. Mais, on s'est rendu compte, en fait, que dans ce schéma, dans ce modèle, il fallait systématiquement, pour qu'il y ait une réaction du corps, que la valeur, qui est d'abord un travail de feedback, c'est-à-dire qui est la valeur finale, qui revienne vers la valeur de consigne, pour qu'il y ait une réaction du corps. Ouais. D'accord ? Avant ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que les choses se font, puis c'est quand la boucle de rétroaction se met en place que le corps réagit. Ouais. Avant ça, il est complètement passif. Or, on a découvert, durant le XXe siècle, que justement l'organisme avait non seulement une capacité d'apprentissage, mais une capacité aussi de décision. C'est-à-dire qu'il est capable d'anticiper D'accord. et de décider par lui-même les caractéristiques de cette valeur de consigne. Donc il peut y avoir une valeur de consigne, on va dire, qui est de base, mais elle va changer en fonction du niveau d'apprentissage en fait, qu'a eu l'organisme. Donc il n'y a pas de fixité en fait dans cette valeur de consigne. D'accord ? Parce que dans l'image que l'on a, il y a une valeur de consigne qui est fixe en fait. Et c'est cette valeur fixe, ce point fixe, qui va permettre de créer cette boucle d'homéostasie. Parce que s'il n'y a pas une valeur absolue, voilà. Et en fait, cette valeur de consigne, on sait qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus mouvementée. Et donc, les simples valeurs environnementales et les émotions ne suffisent plus à expliquer la capacité de cette valeur de consigne à se modeler. Il y a une plasticité de la valeur de consigne. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que le modèle homéostasique tel qu'il est présenté et proposé aujourd'hui n'explique pas. D'accord. Ne l'explique pas. D'accord. Il reste figé dans quelque chose, alors que là, on voit qu'il y a véritablement quelque chose de dynamique. Et cette notion de dynamique, elle renvoie, encore une fois, à la notion, en fait, de perturbation. D'accord ? Et un dernier élément qui est très important, que l'on a découvert au XXe siècle, c'est que justement, ces perturbations ne sont plus des éléments négatifs, mais au contraire, sont des éléments positifs. Et on leur a même attribué un terme qui est le terme d'allostasie. D'accord. L'allostasie, en fait, c'est ce qui permet d'évaluer la charge de perturbation que subit l'organisme. D'accord ? À tout moment. Et donc, on arrive aujourd'hui à envisager ce terme allostasie comme un élément fondamental dans la régulation du vivant. Et on ne peut pas penser la vie
sans charge de contrainte. Donc aujourd'hui, la distance qu'il y a entre la contrainte et la vie est de plus en plus réduite et l'équilibre est de plus en plus éloigné. L'équilibre s'éloigne proportionnellement au déséquilibre qui se rapproche. D'accord ? Et aujourd'hui, cette charge allostasique, elle est extrêmement importante, même dans la médecine dite classique. Aujourd'hui, quand vous avez par exemple des examens biologiques, ce que l'on constate, quand vous avez par exemple des valeurs qui sont minimum, des valeurs maximum, et vous avez des antécédents. Eh bien, dans ces éléments-là, ce que l'on cherche, c'est à identifier les charges allostasiques. D'accord ? Donc quand vous regardez qu'un seul élément, en fait, vous n'avez pas du tout une vision objective. Par contre, si vous regardez plusieurs données de ces valeurs-là, vous pouvez voir la tendance de l'organisme. Et c'est ça qui est important, de le voir de façon dynamique. Donc si vous avez des valeurs qui sont proches du minimum ou du maximum, ça ne veut pas dire que tout va bien. Oui. D'accord ? Donc il faut, et si vous avez une valeur qui est en dehors des valeurs max ou minimum, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Parce qu'il faut le remettre dans un contexte général en rapport avec la charge allostasique, qui permet d'avoir une vision du niveau de contrainte que l'homéostasie est en train de corriger. Et du coup, de s'attarder sur plus des tendances que sur des valeurs fixes, ça va entraîner des choix en termes de conseils ou de prescriptions qui sont là, en termes de différents. santé, on change de paradigme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille, on s'attache plus aux charges allostasiques parce qu'on comprend que les contraintes sont nos alliés, Oui. mais en fait, on va avoir une approche beaucoup plus préventive que curative. D'accord ? Parce qu'on ne va pas chercher le déséquilibre pour le corriger. On va chercher le déséquilibre pour comprendre la tendance homéostasique. Donc là, on va redonner beaucoup plus de pouvoir, en fait, à la façon que va avoir l'organisme de gérer ce problème. Et donc, on va faire référence au principe d'autorégulation du corps, plutôt que le fait de traiter des symptômes. Ouais. Et avec ces éléments-là, on a la possibilité de conscientiser concrètement une façon d'agir qui sera justement de décider d'être beaucoup plus axé vers la prévention que vers le curatif. Quand on agit, quand on va intervenir sur le corps avec une vision erronée, on va avoir des conséquences. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention. D'accord ? C'est pas parce qu'on a une bonne intention, par exemple, en donnant un médicament à quelqu'un, que ça suffit. On ne peut pas se cacher derrière la bonne intention. Le cœur compte, mais... Voilà, le cœur compte, mais là, il y a une responsabilité. D'accord ? Si on fait des études, des très longues études dans le domaine de la santé, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une responsabilité. Donc, il faut aujourd'hui se donner les moyens d'évaluer et de mesurer la hauteur et l'importance de la responsabilité qu'il y a chacun derrière nos décisions et de nos choix. Et ce travail-là, c'est vraiment le travail qui va nous permettre d'obtenir les outils pour ça. D'accord. Et tu veux dire que donc, par cette révolution-là, on a fait l'amalgame et on a considéré que les systèmes vivants pouvaient fonctionner selon ce principe. C'est-à-dire qu'il y a eu une précipitation en fait, dans l'interprétation, parce que ce modèle cybernétique, à l'époque, avait un tel essor, une telle efficacité, et que c'était le seul modèle à cette époque qu'on avait pour expliquer la régulation. D'accord ? Mais en fait, on a considéré effectivement que à partir du moment où on a vu que dans le corps, certains éléments pouvaient fonctionner effectivement comme ça, on s'est précipité et on a généralisé en fait ce phénomène-là. Et donc on est parti d'une idée qu'effectivement il y avait de la régulation au fait que l'ensemble du corps était soumis à cette forme de régulation. C'est-à-dire qu'on a généralisé, mais uniquement par supposition. C'est un peu faire la confusion entre le terme de compliqué et de complexe, en quelque sorte. Alors oui, effectivement, parce que là, en généralisant, pour le coup, on a un peu simplifié la chose, on a rendu même la chose un peu trop simpliste, alors que les choses, on le sait aujourd'hui, sont beaucoup plus complexes. Et l'idée, la problématique majeure aujourd'hui par rapport à l'homéostasie, c'est que
nous sommes restés en fait sur cette représentation-là. Et on sait bien que le XXe siècle a connu énormément de révolutions au niveau scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui nous ont petit à petit amenés à repenser cette façon de voir, mais qui n'ont jamais été mis au goût du jour par rapport à notre façon de voir l'homéostasie. Du coup, lorsqu'on prend ce schéma cybernétique, effectivement, il y a cette fameuse notion dont tu parlais d'équilibre. Hein ? Cet équilibre, c'est aujourd'hui l'image qui nous vient en premier lorsqu'on parle d'homéostasie. On pense que l'objectif de l'organisme, c'est d'arriver à trouver un état d'équilibre. Ouais. Un équilibre qui est donc un état fixe. Un état exactement, qui est un état fixe. Un état fixe. Parce que quand on est en cybernétique, quand on est dans l'information, c'est quelque chose de binaire. D'accord ? Donc ça peut pas être, c'est 0 ou 1. C'est pas 0,5. D'accord ? Donc on peut pas être entre deux. Donc soit on est fixe, soit on bouge. Soit je suis à la norme, soit j'y suis pas. Exactement. Soit la porte est ouverte, soit elle est fermée. Elle ne peut pas être entre les deux. D'accord ? Donc, cette notion d'équilibre, elle a été extrêmement malmenée par une grande quantité de recherches qui ont été faites donc deuxième partie du XXe siècle. On a eu tout d'abord toute la dimension qui était liée à la théorie du chaos. La théorie du chaos, c'est quelque chose qui avait débuté déjà à la fin du XIXe siècle avec Poincaré, mais qui a été vraiment popularisé par la suite par Lorentz et tout ce qui était attrait à la météorologie, et qui a permis de comprendre de quelle façon les éléments sont associés en fait à une forme d'instabilité. Et que c'est l'instabilité qui crée l'adaptabilité. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a compris que le fait d'avoir une forme de ce qui peut nous apparaître comme du désordre pouvait être à l'origine de la mise en place d'une certaine forme d'ordre. D'accord ? Aujourd'hui, la façon dont on se représente l'homéostasie, c'est que nous sommes un corps physique, nous sommes soumis à des ballottements externes qui modifient nos valeurs internes, qui doivent rester dans des valeurs fixes. Oui. D'accord ? Donc on est attaqué en gros par notre environnement, et c'est parce qu'on est attaqué que l'on doit mettre en avant, ou qu'on doit mettre en marche des adaptations pour réguler et pour revenir à la norme. Oui. D'accord ? Mais cette façon de penser, elle pose un vrai problème. Elle pose un problème, justement, qui, à mon sens, met en avant le pendule de Foucault dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a effectivement pour moi une corrélation, en tout cas métaphorique, entre le pendule de Foucault et l'homéostasie. Et cette métaphore, elle ne se trouve pas forcément là où on le pense. Ce pendule de Foucault, même si ce n'était pas son projet initial, il a permis en fait de démontrer visuellement la rotation de la Terre. Et donc, ce que l'on voit par rapport au pendule, c'est que même si ce pendule, effectivement, a ce mouvement pendulaire qui nous renvoie un petit peu à cette image d'homéostasie qui essaie de retrouver son état stable, et en fait, ce qui est le plus intéressant dans le pendule de Foucault, c'est que justement, le pendule oscille en fait dans un axe qui reste fixe, et que tout ce qui est autour tourne autour de lui, parce que justement, la Terre tourne sur elle-même. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on voit en tant qu'observateur. Exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, nous, ce qu'on voit, c'est pas que la Terre tourne. Nous, on voit que le pendule tourne. Ouais. Or, on sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est totalement contre-intuitif. Totalement contre-intuitif. Et donc, en fait, le pendule, lui, ne bouge pas. Par contre, la Terre entière, nous, tous les gens qui sont dans le Panthéon, la Terre entière tourne autour. Et ça, c'est une leçon qui, pour moi, nous oblige à reconsidérer en permanence non seulement notre façon de raisonner, mais surtout d'interpréter les choses. C'est-à-dire que c'est très difficile, ou en tout cas c'est très hasardeux, d'interpréter quelque chose à partir de ce que l'on voit.
Et donc la question, moi, que je me suis quand même posée au niveau du vivant, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas la même problématique au niveau de l'homéostasie? C'est-à-dire, le modèle schématique aujourd'hui de l'homéostasie, c'est qu'effectivement, nous sommes donc un corps qui en interne, essayons de maintenir des états stables, et notre environnement nous ballotte en permanence, et en fonction de ce ballottement, le corps va essayer de stabiliser. Donc ça veut dire que le déclencheur initial, c'est notre environnement. L'environnement va envoyer une information, et c'est pour cette raison-là que l'organisme va générer une adaptation pour créer de la régulation. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc, ça veut dire que c'est une conséquence. Tout à fait. Dans cette façon de penser. Donc, et c'est là où c'est le plus important, si on pousse cette façon de raisonner au bout, ça voudrait dire que si nous avions le choix et que nous avions la possibilité de réduire, voire de faire disparaître ces perturbations, nous pourrions, en fait, nous choisirions de le faire parce que dans cette façon de raisonner, nous pensons que nous serions mieux. Eh oui. C'est-à-dire, et là, je peux même faire une métaphore par rapport à la notion de confort, sur laquelle on reviendra. C'est-à-dire que l'environnement nous ballotte, il crée de l'inconfort, donc on est obligé, il nous embête, donc on est obligé de créer de l'adaptation, de nous réguler, ce qui nous coûte de l'énergie et tout ça. Donc, et si on mettait toute notre énergie pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de se réguler et qu'on n'ait pas besoin de s'adapter. Et on considère que l'environnement est totalement contre nous à tout instant, quoi. Exactement. Alors que, si on prend la métaphore de l'image, en tout cas du pendule de Foucault, et qu'on change notre point de vue, et qu'on inverse l'ordre des enchaînements dont je viens de parler, et qu'on imagine en fait que c'est justement les perturbations qui permettent, et non pas qui entraînent, qui permettent le mouvement d'adaptation et donc de créer de la régulation et donc de créer de la vie. Eh oui. Parce que l'état de fixité dont tu parlais tout à l'heure, au terme d'un seul point sur lequel revient tout le temps l'organisme, si on induit de la fixité, c'est la mort en fait. Exactement. C'est-à-dire que là où on voit des contraintes de régulation et d'adaptation, là où on voit des contraintes, en fait, c'est là où tout se joue. C'est là où la vie s'exprime. C'est là où, au-delà même de s'exprimer, c'est là où elle est. C'est là où elle s'incarne. Et si on enlève ça, elle n'a plus de raison de s'incarner. D'accord ? Donc, et c'est là, en fait, où, d'un point de vue même philosophique, c'est très, très, très intéressant parce que ça va complètement bousculer notre façon d'appréhender non seulement les régulations, les adaptations, mais aussi l'inconfort. Quand on parlera dans une deuxième partie justement des notions d'hormèse, où on parle beaucoup d'inconfort, on verra à quel point cette façon d'induire un changement de paradigme dans la façon de voir la place véritablement de l'adaptation, de la régulation et de la contrainte, en fait, va complètement bouleverser aussi notre rapport et notre façon de voir ce qu'on appelle aujourd'hui le renforcement. On voit d'où l'importance de redéfinir les termes, de prendre le temps de définir ce qu'est tel ou tel concept, parce que ça induit, on voit, des visions de la vie, des visions du monde, des visions même de l'autre, qui sont radicalement différentes d'un point de vue à un autre. En fait, c'est la clarté des termes qui nous permettent de projeter des idées. Donc, en fait, les idées que l'on a sont à la hauteur de la clarté de nos concepts. Donc, plus un concept va être clair dans nos têtes, plus les idées qui vont en émaner vont être riches. Plus le concept va être mal compris, plus ce qui va en ressortir va être friable et ne va pas pouvoir émaner sur d'autres, sur de nouvelles ouvertures. Et en général, c'est comme ça que les dogmes apparaissent, en fait. Parce qu'on a l'impression, comme on a mal compris quelque chose, il n'y a rien qui en sort, et du coup, on tourne en rond dans ce concept-là, parce qu'on n'arrive pas à en sortir. Alors que l'idée des concepts, c'est justement de nous ouvrir l'esprit vers quelque chose de plus complexe, qui va nous amener encore à autre chose, qui va nous amener encore à autre chose, et ainsi de suite. Et normalement, ça n'a pas de fin. Donc normalement, avec un peu de vigilance, quand on a un raisonnement qui s'arrête,
eh bien, en fait, il faut déjà réaliser qu'on commence à rentrer dans un dogme. Et donc, qu'on s'est immiscé dans une voie sans issue. Et ça, c'est de la responsabilité individuelle, par contre. Ça dépend pas des gens qui ont dit tout ça. Non, c'est notre propre responsabilité à clarifier ce que l'on croit savoir pour permettre, en fait, à l'esprit et à tout notre corps, en fait, de laisser émerger des idées qui vont pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Et ce travail vraiment, notamment sur l'homéostasie, est vraiment fondateur de tout le raisonnement qui pourra venir derrière ça. Parce que dans l'homéostasie, il y a non seulement effectivement cette notion d'équilibre, mais il y a aussi un problème de généralisation. C'est-à-dire que dans la précipitation de la compréhension de ce qu'était l'homéostasie, mais en fait, on a fait de l'homéostasie une espèce de règle qui devait tout expliquer. C'est-à-dire que ce qui est vrai à l'échelle de certaines fonctions du corps, on a voulu en fait que ce soit une règle pour tout le corps entier. Mais ça, aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est démontré. C'est quelque chose que l'on suppose, qui est très, on va dire, qui est très séduisant. Mais par contre, du coup, on impose, on donne à l'homéostasie des propriétés qu'il n'a pas forcément. Donc, je ne dis pas que oui ou que non, mais on n'en sait rien. Ouais. Et donc, ce travail, justement, de vraiment bien étudier l'homéostasie aujourd'hui, a pour but aussi de lui redonner sa véritable place. Pour ne pas se fourvoyer non plus en parlant comme ça de l'homéostasie à tout va et en lui donnant des propriétés qu'il n'a pas forcément. Et derrière, en tirant des conclusions sur le vivant qui sont erronées. Qui sont erronées et qui, du coup, après, nous amènent dans des réflexions qui nous perdent plus qu'autre chose. Et surtout, l'élément vraiment fondamental, c'est que, comme on disait tout à l'heure, les éléments avec les termes que l'on emploie aujourd'hui pour parler de l'homéostasie sont des termes qui datent vraiment du premier tiers du XXe siècle. Et depuis, donc, je te disais qu'il y avait eu effectivement de nombreuses révolutions scientifiques. Il y a eu la théorie du chaos, mais il y a eu aussi tout le travail en fait, sur les structures dissipatives d'Ilya Prigogine. Il y a eu tout le travail qu'il y a eu avec René Thom sur la théorie des catastrophes en mathématiques. Il y a un tas d'éléments, un tas de données vraiment scientifiques concrètes qui nous obligent aujourd'hui à repenser ce que l'on a interprété à cette époque-là. Et il faut le faire, parce que si nous voulons vraiment rentrer dans une ère de la biologie du XXIe siècle, on est obligé de mettre à jour ce que l'on croyait savoir. On ne peut pas rester avec une biologie du siècle dernier pendant que les sciences générales, elles avancent. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un décalage dans le temps qui s'est créé, et aujourd'hui, tous ces éléments-là ne sont absolument pas intégrés dans le cadre de l'homéostasie. Ensuite, il y a des concepts aussi qui ont été crus. Donc, tu te souviens de l'élément cybernétique, là où je parlais de la valeur initiale, donc la valeur de consigne, avec l'effecteur et la valeur finale. Eh bien, dans ce modèle-là, il est impossible d'avoir deux informations contradictoires. Oui. D'accord ? Et donc, on a transposé sur le vivant ce principe-là. Et donc, pendant très longtemps, on a pensé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette notion d'équilibre, tu vois ? Donc, quand on prend une balance, par exemple, on a vraiment cette visualisation de l'équilibre, parce que quand on appuie d'un côté, en fait, l'autre remonte. Et il y a toujours un point d'équilibre au centre. Mais il est inenvisageable que le même côté monte et descende en même temps. Oui. Et donc ça, avec toutes les notions de ce qu'on va appeler des stabilités relatives, qui sont issues de la théorie du chaos, d'accord ? Mais en fait, on va voir que ça, ce n'est absolument pas applicable au vivant. D'accord. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les documents de physiologie, quand on vous parle d'homéostasie, souvent, les schémas sont représentés par des balances. Vous verrez, c'est vraiment, que ce soit les tortora, les marièbres, tout ça, quand vous avez une synthèse d'homéostasie, vous avez une petite balance, comme ça, qui se déséquilibre, mais avec un point fixe au milieu. Et ensuite, vous avez
sauf que vous avez un élément qui va venir baisser là et qui va monter de l'autre côté. Ouais. Sauf que là, on est sur des valeurs en fait qui sont uniques. Mais le corps, c'est pas un seul élément Eh oui. qui est traité à la fois. Et donc, il y a véritablement un souci de référentiel quand on cherche à comprendre la régulation. Oui, parce que la conséquence ne va pas forcément que dans un sens. Exactement. Donc, on peut envisager cette balance quand on étudie un seul paramètre. Oui. D'accord ? Donc, par exemple, je ne sais pas moi, la température, le glucose, le pH, voilà. Donc, ça, oui. Mais par contre, le vivant, c'est pas ça. Le vivant, c'est pas que du pH, c'est pas que de la glycémie, c'est pas que de la température. Vous avez la température, la glycémie et le pH qui fonctionnent en même temps. Et vous avez des valeurs contradictoires qui peuvent venir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un élément qui fasse baisser la glycémie et un élément de la thermogénèse qui la fasse monter. Eh oui. On commence à voir... Et donc, comment on se représente ça ? Parce que la balance, elle ne va pas faire un chat de Schrödinger. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc, l'étape suivante de la balance, qui permettrait de se rapprocher un tout petit peu plus de cette image, c'est ce qu'on appelle le rollabola. Le rollabola, donc, c'est un instrument de cirque avec une planche, mais au milieu, vous n'avez pas un point fixe, vous avez un cylindre qui se déplace. Ouais. Et le but, c'est de rester stable dessus. Exactement. Du coup, là, on est dans ce qu'on appelle donc dans le domaine dans la théorie du chaos, cette stabilité relative. C'est-à-dire que la personne va monter dessus et en fonction des perturbations qu'elle va générer, non seulement le balancier va bouger, mais aussi le point fixe. C'est-à-dire que le point qui est censé être le point d'équilibre va lui aussi se déplacer en fonction des différentes contraintes. Et la personne qui se trouve dessus n'est jamais... Il n'y a pas une seule position qui conviendrait dans laquelle il resterait immobile parfaitement. Exactement. Il bouge constamment. Exactement. Et donc ce rollabola, par la suite, on peut le complexifier. C'est-à-dire qu'au-dessus du rollabola, on peut en rajouter un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et l'organisme vivant, il faut le considérer comme autant de rollabola qu'il y a de cellules. Ah, ça fait pas mal de rollabola, ça. Ça fait beaucoup de rollabola. Donc, quand on remet en perspective la petite balance, comme ça, qui est fixe, on se rend bien compte qu'on est loin, mais très très loin, de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous empêche de penser le vivant dans toute sa complexité. Donc, tous ces concepts-là, ils vont être abordés au sein de ton académie cette année. Oui. Est-ce que tu as hâte ? Ben oui, j'ai hâte, bien sûr, j'ai hâte depuis le temps là, que j'ai envie de partager ça. C'est tellement enthousiasmant et puis ça donne une vision tellement j'attache tellement d'importance en fait à l'émerveillement que j'ai hâte en fait d'en partager et d'en donner aussi. Et de donner les moyens que chacun puisse après aller en chercher. Parce que là, en fait, le fait de changer de perspective dans notre façon de voir les choses, de les appréhender, ça permet vraiment d'ouvrir des portes et de pouvoir après aller, d'aller où on veut en fait. Autant aujourd'hui les schémas que l'on a du vivant nous enferment dans quelque chose, autant les données que nous avons et qui nous permettent vraiment de mettre les pieds dans la biologie du XXIe siècle, mais ce ne sont que des ouvertures de portes en fait. Que des ouvertures de portes. Et ça redonne aux gens le pouvoir en quelque sorte, ou en tout cas... La responsabilité en tout cas, la responsabilité individuelle. Tout à fait, tout à fait. Et comme tu disais, le but de cette académie, c'est pas de délivrer un savoir à des élèves qui sont passifs. Exactement. C'est de ressusciter l'émerveillement. Exactement. Et de montrer que l'interaction va amener des déclics. Exactement. Pour que chacun, par la suite, se responsabilise à nouveau et devienne l'acteur principal de ce changement de paradigme et de ce changement de vision que l'on est en train de proposer et d'amener dans le vivant. Et potentiellement qu'il fasse des découvertes par lui-même. Mais exactement. L'idée, c'est ça, c'est de découvrir, d'expérimenter, de développer de la connaissance pour s'enrichir soi-même et ensuite enrichir les autres. Parce que quand on s'enrichit soi-même, on est naturellement porté vers les autres. On a envie d'apporter ça aux autres, de partager. Et après, ça fait un effet domino. Et on est dans un phénomène totalement vertueux qui n'aura plus lieu en fait de s'arrêter. Mais il faut l'enclencher,
ce mouvement. Et il ne peut pas s'enclencher sans, à mon sens en tout cas, faire ce travail de remise à niveau, de remise à jour de ce que l'on comprend des fondements en fait, de ce qui régule le vivant, au regard vraiment de toutes les découvertes qui se sont accumulées, mais vraiment accumulées, depuis la définition de l'homéostasie en 1932. Depuis le temps que je travaille sur ces sujets et que je les partage de façon un petit peu éparse, il était temps de rassembler tout ça dans un même lieu avec des gens avec qui on pourra travailler ça de façon, je dirais, plus concrète et plus continue.